Bien, bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cet instant dans la semaine, sur les semaines de l'évolution professionnelle. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes au 4e jour de ce merveilleux événement et je crois que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a effectivement des questionnements par rapport à toutes ces thématiques. Je rappelle, pour information, que les semaines de l'évolution professionnelle sont à destination des entreprises, du secteur privé, des salariés du privé et bien sûr également des indépendants. C'est un bel événement qui a été co-organisé avec plusieurs organisations. Je veux citer l'APEC, le réseau EVA également, le groupement Évolution que je représente cet après-midi. Nous avons également les partenaires BGE de la Guyane, Antea RH de la Corse en association. Voilà, tout cela bien sûr avec nos partenaires nationaux et régionaux. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, quelques petites consignes pour bien organiser ces événements. Bonjour à tous ceux qui font des petits coucous via le chat. Donc, sachez effectivement que vous avez la possibilité, en plus d'utiliser le chat, de poser vos questions. Donc, vous allez voir également un onglet questions et bien sûr, je vais y répondre au fil de l'eau pour pouvoir créer cette dynamique et satisfaire vos curiosités. Notez également que vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus et plus vous votez pour une question à laquelle vous aurez pensé, pour laquelle vous souhaitez absolument une réponse, la question, elle va remonter en haut et puis elle va venir parmi les questions prioritaires pour lesquelles, bien sûr, nous allons apporter des réponses. Donc, je disais, cet événement organisé du 4 au 15 octobre, donc 100% digital, gratuit et accessible à tout le monde. Comme on va l'indiquer, c'est l'évolution qui sera au cœur de la professionnalisation, donc un programme avec plus de 100 thématiques. N'hésitez pas à vous inscrire sur toutes les thématiques qui pourraient vous intéresser et pour lesquelles vous auriez été, vous avez la soif de découvrir les éléments. Alors, juste avant de continuer, avant d'aller plus avant, bien sûr, il est approprié de pouvoir se présenter. Donc, je suis Darlène Désir, je suis conseillère en évolution professionnelle rattachée au groupement Évolution dans la région d'Illoise, voilà, tout simplement. Et avec moi cet après-midi, on va la voix qui va me relayer notamment toutes les questions. Je vais le laisser se présenter pour qu'on puisse ensuite continuer notre programme. Et donc, je me présente, Timothée Potier, chargé de mission du Conseil en évolution professionnelle, et je vais veiller au bon déroulement de cet atelier et relayer vos questions à Madame Désir. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je le disais, à poser toutes vos questions. Et puisque toutes les présentations ont été réalisées, cet après-midi, nous allons nous arrêter sur un point essentiel, peut-être une situation à laquelle vous êtes confrontés. Je veux faire le point sur ma situation professionnelle. Comment nous allons l'aborder? Dans un premier temps, nous allons juste faire un résumé du conseil en évolution professionnelle, identifier de quoi il s'agit, identifier pour qui nous pourrons mettre en œuvre cet accompagnement. Ensuite, une question qui revient de plus en plus, notamment par rapport à la crise. Quel est son impact sur les projets professionnels, soit ceux qui sont déjà élaborés, ceux qui sont déjà confirmés, où on en est par rapport à cela. On va essayer cet après-midi d'y apporter quelques éléments de réponse et ensuite aussi comment faire le point sur sa situation professionnelle. Des fois, nous arrivons à un carrefour de notre parcours et il y a des questionnements qui font sens pour nous et qui méritent de s'arrêter, de faire le point. Il y a toute une méthodologie, toute une stratégie pour pouvoir répondre à cette question. Et dernier point sur lequel nous allons nous arrêter, c'est de savoir
pourquoi, comment solliciter le conseil en évolution professionnelle. Et bien sûr, nous verrons là où le conseil en évolution professionnelle pourra nous orienter. Et si vous voyez bien mon écran, je tiens toujours à rappeler que le conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit. C'est un service aussi confidentiel, mais qui va nécessiter rigueur, certes, mais aussi neutralité. Autrement dit, il n'y a pas de jugement par rapport au projet d'une personne, par rapport à son parcours et son projet. L'idée, c'est bien de rendre accessible l'évolution professionnelle pour tout un chacun, et tout cela dans la plus grande impartialité. Et c'est bien l'expérience du conseiller en évolution professionnelle qui va lui permettre d'être un appui et à tous les salariés du secteur privé, mais également les indépendants, essentiel pour faire le point sur la situation professionnelle. Et puis, le cas échéant, cela aussi peut arriver, aider à l'élaboration d'un projet, aider aussi à formaliser des idées que l'on aurait pu avoir, qui soit bouscule dans notre esprit, vérifier sa faisabilité, le caractère réel et sérieux de ce projet, et puis aussi avoir ce soutien pour aller vers un projet d'évolution professionnelle qui soit non seulement réaliste, mais aussi réalisable. Dans tout état de cause, viser l'évolution professionnelle de tout salarié du secteur privé ou tout indépendant dans un accompagnement neutre, dans un accompagnement confidentiel. J'aime à insister là-dessus, et surtout gratuit pour toutes ces personnes qui nous sollicitent. Alors, première question, à qui est destiné le conseiller en évolution professionnelle? Alors, je l'ai dit un peu, aux salariés du secteur privé, aux travailleurs indépendants. Par rapport à cette typologie de public, vous pourrez vous rapprocher de plusieurs entités, le groupement Évolution, Acquis, nous avons également la BGE, notamment la BGE Guyane, EVA, le réseau EVA, Antea, voilà. Donc, nous avons pour cette typologie de public tous ces partenaires qui peuvent effectivement les accompagner. Et puis, il y a aussi des typologies de personnes qui sont beaucoup plus spécifiques. Les cadres, par exemple, ils seront accompagnés par l'APEC, ils pourront être accompagnés par l'APEC. Les demandeurs d'emploi également. Pôle emploi sera leur opérateur sur cette partie d'accompagnement. Quant aux moins de 26 ans, bien sûr, ils seront orientés vers les missions locales, et puis les personnes qui sont en situation de handicap seront orientées vers Cap Emploi. Pour autant, il est important de préciser que nous, au niveau du groupement Évolution, donc tous les partenaires que vous voyez sur le premier petit onglet, nous sommes dans la capacité effectivement d'accompagner toutes ces différentes typologies de personnes, sauf les demandeurs d'emploi. Donc voilà, des fois, ça peut être, nous sommes toujours en partenariat, mais parfois, effectivement, nous accompagnons soit des cadres, soit des personnes en situation de handicap ou des jeunes de moins de 26 ans. Pour autant, il y a bien un opérateur qui est dédié à leur accompagnement. Alors, Darlène, je me permets de t'interrompre. J'ai deux questions. Alors, la première question, donc, pas de vraie solution pour les fonctionnaires, point d'interrogation. Alors, dans le cadre du groupement Évolution, effectivement, nous accompagnons les salariés du secteur privé. Pour autant, au niveau des fonctionnaires, qu'ils soient des fonctionnaires d'État ou des fonctionnaires territoriaux, ils ont également un dispositif qui permet d'accompagner, des services qui permettent d'accompagner leurs salariés et qui n'est pas le service RH. Il y a bien un service dédié à l'accompagnement des fonctionnaires, qu'ils soient d'État ou territoriaux ou les fonctionnaires hospitaliers. Et la deuxième question, quand on est portage salarial, on est considéré comme salarié ou comme indépendant? Alors, tout dépendra bien sûr de l'activité et aussi des statuts, du statut de cette personne. Mais d'une manière ou d'une autre, soit elle sera salariée, c'est vraiment au niveau des statuts qu'on verra cette information, mais elle pourra bien sûr être accompagnée par nous, puisque nous accompagnons les deux typologies, que ce soit des salariés ou que ce soit des indépendants.
C'est tout ce que tu as comme question? C'est tout. Merci. Voilà. Espérons avoir satisfait aux questions. Maintenant, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Pourquoi? L'idée, en fait, c'est de pouvoir accompagner les personnes actives à l'emploi dans l'élaboration de leurs projets. Mais également, en plus de l'élaboration, après certains projets sont déjà aussi parfois élaborés, il s'agit aussi surtout de formaliser ce projet, donc le rendre réaliste et réalisable pour enfin pouvoir le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre selon une certaine stratégie et selon, bien sûr, chaque objectif visé, puisque les personnes qui vont solliciter le conseil en évolution professionnelle auront chacune des objectifs en fonction de leur vision, de leur évolution, mais également tout simplement des personnes qui n'auraient aucune visibilité sur une évolution et qui pour autant seraient dans une dynamique où je n'ai plus du tout envie d'exercer mon métier actuel. Donc, nous allons accompagner les personnes soit sur l'évolution professionnelle, soit sur le développement des compétences, celles qu'elles ont déjà acquises et comment les développer, la reconversion, ça peut être également la transition professionnelle. Alors, certaines personnes parfois, je ne sais pas si la question t'est posée, mais certaines personnes parfois ont du mal à faire la différence entre la reconversion professionnelle, entre la réorientation professionnelle. C'est vrai que dans les faits, la finalité, on va dire qu'elle est la même, mais c'est qu'elle va simplement impacter de manière intrinsèque la personne différemment. Si on va s'attarder un peu sur la sémantique, j'ai envie de dire, des expressions, la réorientation serait plutôt, en quelque part, l'action de donner une nouvelle direction à quelqu'un. Vous voyez, ou encore à quelque chose. Cela va supposer donc que cela va permettre à la personne dans l'accompagnement, si nous sommes en réorientation, d'aller dans une nouvelle direction sans pour autant tout remettre en cause. Donc, elle pourrait mobiliser ses compétences et continuer son projet. Maintenant, si nous sommes dans une reconversion, cela va opérer le changement radical de métier. Voilà, pour faire un peu la différence entre les deux. Et forcément, si je suis en reconversion, cela va nécessiter un changement de qualification, donc in fine, une formation. Donc, pour faire rapidement la différence entre la reconversion et également la réorientation. Nous avons également les personnes que nous pouvons accompagner sur tout ce qui va concerner la reprise d'une entreprise ou encore la création d'une entreprise, la certification professionnelle aussi, et puis aussi la mobilité interne ou externe. Il est vrai qu'il y a beaucoup plus de mobilité en externe quand on regarde les statistiques. Pour autant, cela existe en interne et il est important de faire le point avec le bénéficiaire dans ce cadre-là pour savoir s'il y a des opportunités d'évolution en interne au sein de son entreprise ou plutôt il risque de perdre du temps et tant qu'à faire, aller côtoyer d'autres structures qui pourraient l'aider à atteindre ses objectifs. As-tu des questions, Timothée? Non, pas de questions, tout est clair. D'accord, bon, ben, je ferai comme Ménis, hein. On est très clair. Alors maintenant, comment va être mis en place, j'ai envie de dire, le conseil en évolution professionnelle? Quand vous allez rencontrer un conseiller, il est important pour vous de savoir que cet entretien sera déjà personnalisé. Il sera personnalisé et il sera adapté en fonction de votre demande, de votre besoin pour pouvoir répondre à une certaine satisfaction de votre part. Donc, des fois, il y a des personnes qui peuvent clairement exprimer leurs demandes, leurs besoins, parce qu'elles ont déjà fait un état des lieux de leur situation et elles savent ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'elles souhaiteraient ou en tout cas ce qu'elles ne souhaitent plus. Ça, c'est une situation, je vais dire, aisée pour le conseiller en évolution professionnelle, dont la mission à ce moment-là sera soit de confirmer, de conforter, ou peut-être même de sensibiliser ou d'interpeller par rapport au projet. Et puis, il y a des personnes qui ont des ressentis, mais ne sont pas encore arrivées au stade où elles seraient capables d'exprimer clairement leurs demandes et leurs besoins.
tout l'accompagnement va justement être pertinent à partir de ce moment-là pour pouvoir aider ces personnes à exprimer certains éléments, certains choix, certains désirs ou en tout cas certaines aspirations. Voilà l'intérêt en fait d'avoir un accompagnement qui soit personnalisé et que les accueils ne soient pas répliqués d'un bénéficiaire à l'autre. Chaque besoin, chaque solution. On est plus dans cette dynamique, toujours comme je le disais au début, avec respect par rapport aux personnes et rigueur pour pouvoir répondre vraiment aux attentes. Et s'il faut demander aux personnes de reformuler leurs demandes, on est là. On est là pour les accompagner. Donc, outre cela, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, l'idée n'est pas non plus de pouvoir rentrer dans un bureau, échanger avec un conseiller et se dire, bon, voilà, mon projet, il est fait, il est réalisable et je m'en vais. Non. On va commencer par faire un état des lieux, identifier bien sûr le besoin et le motif de sollicitation du bénéficiaire. Ensuite, on va donner un premier niveau d'information, alors sur les métiers en général, hein, il peut y avoir une personne qui dise tout simplement, moi j'ai envie d'aller dans le secteur social, donc on pourra identifier les métiers qui restent dans le secteur social ou en parler brièvement, l'offre de formation, dire comment c'est possible de pouvoir accéder à une formation puisqu'il y a plusieurs biais, chaque biais va dépendre bien sûr du parcours du bénéficiaire, ensuite son environnement professionnel et puis les différents dispositifs qui pourraient être mobilisés pour rendre réalisable cette démarche. Ensuite, dans le cadre toujours de cet entretien, de cet accompagnement, il s'agira d'identifier les démarches possibles et les éventuelles suites qui seront à donner. Une personne qui n'a pas encore élaboré un projet professionnel, pourquoi ne pas lui suggérer, en fonction de ce qu'elle dira, un bilan de compétences pour faire le point, identifier une piste vers laquelle se projeter, ou une personne qui a déjà quelques pistes professionnelles, pourquoi ne pas lui suggérer de réaliser des enquêtes métiers ou encore une PMSMP. La PMSMP, c'est la période de mise en situation en milieu professionnel. Peu importe, en fonction de la demande, apporter une réponse adaptée aux personnes. Et je ne le dis pas simplement pour faire de la promotion pour le conseiller en évolution professionnelle, puisque je pratique dans mon quotidien cette activité et c'est réel. Nous tenons vraiment compte des demandes, des besoins pour pouvoir y apporter une réponse, en tout cas la réponse la plus adaptée. Tu as des questions, Timothée? Non, ça va? Le délai moyen pour un rendez-vous, Darlène? Alors, le délai moyen pour un rendez-vous dépendra, on va dire, des régions. Il y a des régions qui sont très fortement sollicitées. Normalement, notre charte nous engage à proposer un rendez-vous dans les 15 jours. Pour autant, la réalité et la situation peut être impactée par la crise sanitaire fait que il y a énormément de sollicitations pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle et à cause de cela, le délai de 15 jours peut être reporté un peu plus dans le temps malheureusement. Dans tout état de cause, nous travaillons à cela pour qu'il y ait suffisamment de main-d'œuvre dans ce secteur pour pouvoir répondre aux sollicitations le plus tôt possible. Voilà. Tu as une autre question, non? Non, c'est tout. Très bien. Et bien sûr, je l'ai un peu dit, un accompagnement personnalisé qui va permettre d'accéder à toute information qui serait utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité d'un projet. Donc, avoir un projet, ça peut être quelque chose de très beau. Maintenant, il y a aussi la partie où on va confronter ce projet à la réalité. Et ce n'est que ce moment de confrontation qui va rendre possible le projet ou pas. Donc ça aussi, il faut savoir qu'on peut imaginer une stratégie. Quand je dis on, je veux parler du salarié qui nous sollicite. Il peut imaginer un projet bien ficelé
et se rendre compte que dans les faits, on ne pourra pas l'accompagner selon la modalité qu'il aura vue. Dans tout état de cause, c'est pouvoir quand même lui apporter, en tout cas lui suggérer d'autres possibles, d'autres solutions pour éviter trop de frustration, bien sûr. Et puis, avec le conseiller, c'est pouvoir construire un plan d'action pertinent. Non seulement mettre en place le plan d'action, mais aussi aider à le mettre en œuvre. Et ça, c'est important. Et plus le rapport au conseiller sera, on va dire, libre, il sera honnête, il sera proche, mieux on va comprendre le besoin pour vous orienter. Donc, cela suppose qu'avec le conseiller qui accompagne, il y ait un environnement de confiance. Un environnement de confiance pour dire, effectivement, cette personne qui est face à moi, elle est crédible dans ce qu'elle dit et elle m'aide concrètement à mettre en œuvre mon projet en tenant compte de mes freins. Il y a certaines personnes aussi qui ont certains freins et il faut aussi tenir compte de cet état de fait pour pouvoir trouver les solutions adaptées. Alors, Darlène, j'ai des questions. Je t'en prie. Alors, première question, je suis française, mais salariée en Belgique depuis 5 ans. Suis-je éligible au CEP? Et elle est domiciliée en France. D'accord. Si elle est domiciliée en France, c'est une personne effectivement qui pourra être accompagnée par le conseil en évolution professionnelle et pareil, faire ses projets en France. Maintenant, il y a tout cet aspect, on va dire, formation. Si c'est une personne qui va sur le dispositif démissionnaire, je dis n'importe quoi, effectivement, on pourra l'accompagner. Si c'est une personne qui va vers un projet de transition professionnelle, sachant que les normes, on va dire, en termes de formation ne sont pas les mêmes à l'étranger ou dans un autre pays, là, on peut rencontrer des freins par rapport à cela. Il ne faut pas se faire d'illusions par rapport à cela, par contre. Alors, autre question, Darlène. Êtes-vous présent partout en France ou seulement dans les grandes villes? Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif national. Nous sommes présents partout sur le territoire français, que ce soit national en France ou dans les dom-tom également. Et nous tentons de mettre effectivement des agences un peu partout, proche des grandes villes, certes, dans les grandes villes, certes, mais assez aussi, il n'y a pas que les grandes villes qui vont avoir une visibilité sur le conseil en évolution professionnelle. Oui, donc je me permets d'ajouter une petite précision. Normalement, on se trouve à moins de 35 km de chaque personne habitant en France. On est censé avoir une antenne, voilà, pour desservir au mieux toute la France. Alors, autre question, Darlène. Est-on toujours accueilli avec bienveillance et sans jugement, même lorsqu'on souhaite quitter un métier où il y a de la demande sur le marché de l'emploi? Alors, nous avons, on va dire, une politique au niveau du conseil en évolution professionnelle, c'est de ne pas juger. Nous partons d'un principe que toute personne qui va solliciter un conseiller en évolution professionnelle, c'est parce qu'elle souhaite changer, soit de métier, soit d'orientation. À partir de là, notre rôle n'est pas d'interroger, de savoir pourquoi vous voulez quitter votre métier. Notre rôle est bien d'aider à construire ce nouveau projet avec les meilleures garanties. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dans cette dynamique, vous êtes déjà sur un métier porteur, pourquoi? Non, nous sommes vraiment dans de l'évolution professionnelle. Et comme je le disais tout à l'heure, l'évolution professionnelle peut concerner tant la reconversion que la réorientation. Et toujours, bien sûr, avec bienveillance et par rapport aux bénéficiaires. Tout à fait. Ça fait partie de notre éthique et notre accompagnement. Tu as d'autres questions, Timothée? Oui, le CEP et l'APEC sont-ils complémentaires ou faut-il solliciter plutôt l'un que l'autre pour entamer une démarche de transition professionnelle? Alors, sachez que l'on ne peut pas être accompagné par deux opérateurs sur le conseil en évolution professionnelle. Il faudra, dans tout état de cause, faire un choix de l'un ou de l'autre en fonction du profil. Bien sûr, donc un cadre, il sera accompagné par l'APEC, ça c'est indéniable. Mais un cadre peut aussi décider qu'il souhaiterait plutôt être accompagné par les partenaires du groupement en évolution professionnelle. Mais il ne devra choisir qu'un seul opérateur.
pour son accompagnement. Merci, c'est tout pour les questions. D'accord, donc nous continuons. Pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle? En fait, on peut avoir plusieurs projets. Que cela soit impacté, on va dire, par cette crise que nous venons de connaître, ou tout simplement parce que nous arrivons à un carrefour de notre parcours où nous avons besoin d'autre chose, relever d'autres défis, ou encore tout simplement se dire j'ai envie d'accéder à plus de responsabilités, ou tout simplement j'ai envie de répondre à un besoin d'autonomie, ou j'ai besoin de m'émanciper d'une hiérarchie. Il y a toutes ces sources de motivation qui pourraient amener une personne à faire le point pour être sûr de ne pas se tromper. On pourrait considérer une personne qui vient voir un conseiller disant « je veux changer de métier ». Le questionnement, ça sera « qu'est-ce qui vous pousse à changer de métier ?» Et finalement, entendre la personne nous dire « je n'aime pas travailler dans mon entreprise, je ne suis pas épanouie dans l'entreprise », là, cela va immédiatement nous interpeller, à nous poser comme question « est-ce le frein, est-ce le métier en tant que tel ?» ou encore l'environnement professionnel. Donc, partant de là, effectivement, on va tenter d'identifier si c'est une personne qui aime encore son métier, mais qui a du mal à cause de l'environnement professionnel qui peut être anxiogène pour elle, continuer à le pratiquer dans sa structure. Donc, on va bien sûr identifier lors de cet entretien personnalisé s'il faut changer d'entreprise ou encore tout simplement de métier. Si c'est une personne qui me dit au quotidien, moi, j'aime faire cela, j'aime mobiliser toutes les compétences que je mobilise dans le cadre de mon activité professionnelle. Il est indéniable que le problème sera plus au niveau de la culture d'entreprise que de la pratique métier. Donc, il est important, effectivement, de faire le point sur sa situation professionnelle pour pouvoir, on va dire, avancer et surtout mettre en œuvre soit un nouveau projet ou en tout cas une piste ou une dynamique. Tu as des questions? Sinon, nous allons sur la prochaine question. Oui, j'ai une question, Darlène. Je t'en prie. Quelle est la durée de l'accompagnement et la fréquence des entretiens? Alors, j'ai envie de dire, l'accompagnement, globalement, il est étalé sur 18 mois. Maintenant, la fréquence des entretiens pour les personnes, nous partons sur un accompagnement de 6 heures par rapport aux bénéficiaires, étalé sur plusieurs rendez-vous. Pour autant, nous restons quand même attentifs à la mise en œuvre du projet, à la sécurisation du projet. Et puis, il peut toujours aussi avoir des aléas. On pourrait considérer une personne qui a été jusqu'au bout d'une demande de financement, par exemple. Et on pourrait considérer qu'à partir du moment où nous avons été jusqu'au stade de la demande de financement, que cette personne, bon, son projet est mis en œuvre, en tout cas de demande de financement. Et puis, quelques mois après, cette personne reviendra nous disant qu'elle n'a pas pu intégrer la formation à tel moment, soit parce qu'il y a eu des aléas liés à elle-même, ou encore le financement a été refusé, ou encore cette personne, entre-temps, elle a été malade, voilà. Donc, il y a des situations qui créent des aléas qui font qu'effectivement, l'accompagnement peut être de nouveau renouvelé. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose à cette question, Timothée? Oui. Est-ce que l'accompagnement s'apparente à un bilan de compétences? Alors, nous ne faisons, il faut que ça soit très clair. Nous, alors, je ne sais pas ce qu'on entend par le terme bilan de compétences. Pour autant, il est indéniable de faire le distinguo entre le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences. D'une part, rien que le premier élément, l'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment, on va dire, un service gratuit. Or, un bilan de compétences se finance. Donc, premier élément qui fera le distinguo entre les deux. Maintenant, un bilan de compétences, c'est vraiment un accompagnement qui va permettre à une personne de faire, certes, le point, mais au travers de tests de typologie personnelle, de typologie professionnelle. C'est des tests qui vont permettre également d'identifier parfois un potentiel inexploité. Vous savez, hein, nous sommes souvent avec certaines années d'ancienneté au sein d'un métier,
Et il arrive que nous ne mobilisions que les mêmes compétences, tout simplement parce que mon métier nécessite que celle-là. Le bilan de compétences pourrait permettre d'identifier tout ce potentiel que nous n'avons pas exploité pendant un certain temps pour mieux se projeter vers une piste professionnelle et identifier en tout cas une piste professionnelle. Nous, une personne par exemple qui aurait fait déjà dans son parcours un bilan de compétences et qui pour autant n'arrive toujours pas à identifier une piste professionnelle vers laquelle se projeter, on pourrait considérer qu'elle a réalisé ce bilan de compétences il y a 2 années en arrière. Et elle est toujours bloquée par rapport à ses questionnements, par rapport à sa perspective d'orientation professionnelle. Dans un tel contexte, effectivement, nous pourrons accompagner cette personne au travers de fiches, on va dire, méthodes et de fiches techniques pour mieux identifier, ça peut être toute une série de compétences qu'elle a mobilisées et surtout une série de compétences qu'elle veut de nouveau mobiliser ou encore qu'elle ne veut plus mobiliser. Et partant de là, il s'agira, au travers des compétences qui seront identifiées, d'amener ce bénéficiaire à répondre à la grande question « Pourquoi ?» Pourquoi je ne veux plus mobiliser cette compétence et aussi l'écrire. Parce que parfois, effectivement, on pourrait aller dans la facilité et dire « Je ne veux pas mobiliser cette compétence ». Et si on ne met pas le pourquoi à côté, à n'importe quel moment dans notre parcours, on va faire un compromis sur ce pourquoi, alors que ce pourquoi peut être préjudiciable pour nous. Donc, pour mieux avancer, lister effectivement ces différentes compétences, celles que l'on veut de nouveau mobiliser, et surtout toujours apporter une réponse à ce choix. Et au moment où il faudra, où on aura des opportunités, on ne fera pas de compromis sur des choses qui nous sont préjudiciables. Donc, on ne peut pas considérer l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle comme étant un bilan de compétences parce que vous n'aurez pas de tests de typologie qui sont bien définis dans le cadre du bilan de compétences. Pour autant, il y a cette possibilité au travers de fiches techniques que vous pourrez d'ailleurs trouver sur votre espace info CEP ou demander à votre conseiller en évolution professionnelle de vous envoyer, faire une partie, on va dire une synthèse de son parcours. Mais une personne qui n'a jamais fait de bilan de compétences, il est indéniable que cet accompagnement est déterminant. On peut donc dire que le CEP et le bilan de compétences sont complémentaires du coup ? Oui, tout simplement parce que dans le cadre du bilan de compétences, déjà, vous avez un accompagnement de 24 heures. Donc, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus poussé par rapport à cela. Et un conseiller qui reçoit une personne qui a déjà réalisé un bilan de compétences, ce sera des pistes beaucoup plus favorables pour continuer dans l'accompagnement par rapport à cette personne, notamment si ce bénéficiaire a mis en place des investigations pour confirmer le projet. Partant de là, on n'ira plus que vers la partie formation. Maintenant, un bénéficiaire qui n'a peut-être pas réalisé de bilan de compétences et qui pour autant a quelques pistes professionnelles, mais qui n'arrive quand même pas à les confirmer, ça sera encore une autre stratégie, enquête métier, PMSMP. Donc, ne pas négliger le bien fondé d'un bilan de compétences parce que l'accompagnement, il est beaucoup plus approfondi. Alors, j'ai 3 questions qui sont arrivées. Darlène ? Je t'en prie. Alors, la première, bonjour, j'ai eu un entretien avec une CEP. Elle m'a dit 4 heures au niveau de la durée des rendez-vous téléphoniques. Cela peut donc varier suivant les régions. Alors, suivant les régions, je n'en sais rien, peut-être en fonction des entités. Question suivante. Ce métier est donc porteur. Quelle formation pour ce métier ? Point d'interrogation. Alors, c'est vrai que le métier de conseiller en évolution professionnelle, nous remarquons un réel engouement pour ce métier depuis quelque temps. Alors, dans les faits, pour dire simple, le conseiller en évolution professionnelle, plus qu'une formation, on lui demandera une solide compétence, une solide expérience dans l'accompagnement. Ça, c'est indéniable. Avoir des connaissances qui sont relatives au marché du travail, à l'évolution des métiers. Donc, ça sera une posture, tout ce qui sera aisance relationnelle, aussi tout l'esprit de synthèse, etc. C'est vraiment, on va dire,
l'expérience qui va effectivement faire que un conseiller en évolution professionnelle à un moment de son parcours accédera à ce type de poste. Pour autant, on pourrait considérer qu'une personne qui viendrait du secteur diplômé dans la psychologie du travail, la sociologie, les métiers des ressources humaines pourrait être un potentiel, on va dire, candidat à ce type de métier. Mais plus que tout, c'est vraiment l'expérience qui sera exigée tant en termes de savoir-faire qu'en termes de savoir-être. Parce qu'effectivement, le conseiller en évolution professionnelle, on va lui demander de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir être organisé et impartial, et bien sûr toujours pouvoir respecter cette confidentialité dans le cadre d'un échange, et aussi forcément pédagogue puisqu'il est amené à informer, et voilà, et forcément on va lui demander aussi, on n'y pense pas beaucoup, mais on va aussi demander aux conseillers en évolution professionnelle d'avoir une certaine maîtrise de soi et de ses émotions. Et voilà, toujours faire preuve d'empathie et de bienveillance. Donc, c'est vraiment un parcours qui apporte une solide connaissance sur le marché du travail, sur les dispositifs qui existent et puis sur la posture d'accompagnement pour répondre aux attentes des bénéficiaires. Mais c'est vrai qu'un parcours RH, sociologie ou encore RH pourrait être, ou psycho, pourrait être on va dire, des éléments non négligeables en termes de formation. Tu as d'autres questions, non? Oui, une autre question. Vous arrive-t-il de ne pas recevoir l'adhésion des bénéficiaires pour la réalisation des étapes du plan d'action ou de la recevoir et que le bénéficiaire ne se mette pas en action? Alors, le bel avantage qu'il y a de travailler avec des salariés, c'est que lorsque le salarié sollicite un conseiller en évolution professionnelle, c'est une démarche volontaire. Et à partir du moment où la démarche est volontaire, la personne, elle est investie et engagée dans son projet. Pour autant, le plan d'action est co-construit. Cela dit, nous sommes dans un échange, des suggestions sont faites, mais rien n'est imposé. Cela concerne, on va dire, n'importe quel plan d'action que l'on pourrait mettre en place. S'il n'y a pas l'adhésion des deux, et surtout celui du bénéficiaire, nous ne sommes pas là pour imposer un plan d'action à un bénéficiaire. Nous sommes là pour lui proposer des solutions pour mettre en œuvre son projet. Donc, quand je dis proposer des solutions, cela suppose qu'il n'y en a pas qu'une seule. On peut effectivement envisager plusieurs pistes avec un bénéficiaire et il va adhérer à celle qui répond le mieux à ce qu'il est et à ce qu'il souhaite, tout simplement. Dans tout état de cause, imposer une stratégie à quelqu'un ne sera jamais porteur et ne sera jamais bénéfique, ni pour le bénéficiaire, ni pour le conseiller qui, dans tout état de cause, souhaite mener un entretien dans les meilleures conditions. Donc, c'est vraiment justement ce moment où l'écoute est indispensable. Identifier quels sont les freins, peut-être parfois non exprimés de cette personne, pour mieux l'orienter. Plus de questions. D'accord, très bien. Donc, je disais, pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle? C'est parce que effectivement, en arrivant à ce stade, une personne qui souhaite faire le point sur sa situation professionnelle, c'est une personne qui se trouve à un moment où il y a des messages internes qui s'expriment. Et cela peut aussi s'exprimer soit par, en tout cas c'est profond, ça peut être le corps même qui donne des informations, ça peut être aussi l'ennui de ne plus apprécier ce que l'on fait, le manque de motivation à aller au travail. Il y a tous ces éléments-là qui font que aujourd'hui, je ne trouve plus d'épanouissement dans mon activité professionnelle. Donc, cela ne veut pas dire il faut que ça soit clair. En sollicitant un conseiller en évolution professionnelle, cela ne veut pas toujours dire que l'on va changer de métier. Cela veut simplement dire aussi parfois, j'ai juste envie d'échanger avec un professionnel du métier, de la formation, pour pouvoir
identifier quels sont mes possibles ou ce que je peux encore faire ou me conforter dans l'idée que le métier que j'exerce, c'est pour moi, voilà, en tout cas, m'apaiser. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans un désir de reconversion, de réorientation ou même de transition professionnelle, mais elles ont juste besoin d'apaisement parce qu'il y a trop de questionnements et ça s'est beaucoup vu avec la crise sanitaire. Les personnes ont cru penser effectivement qu'elles ne voulaient plus exercer leur métier alors que l'impact était directement inhérent à la crise. Donc, c'est pouvoir effectivement inviter les personnes à prendre plus de recul. L'idée, dans tout projet qui sera mis en œuvre, est surtout de ne pas fuir. Il y a des personnes qui vont changer d'orientation professionnelle pour fuir une entreprise. Ce n'est pas la meilleure stratégie parce que tôt ou tard, ce que je n'aurais pas mis à plat va me revenir. Donc, il est important de se poser, de s'interroger et dans un accompagnement avec un professionnel, cela peut être bénéfique. Alors, comment faire le point sur ma situation professionnelle? Je continue, tu as des questions? Timothée, ça va? J'ai une question qui vient d'arriver. Est-il possible de travailler comme professeur d'école en France sans formation correspondante? Je suis allemand, j'ai écouté que ma langue natale serait très haut requis en certaines régions que je pourrais justement l'enseigner, même en école publique. Là, il y a un problème dans la traduction, je pense. Alors, sur un profil d'enseignant, on sait que toute personne qui sera enseignante, en tout cas qui sera considérée comme étant faisant partie de la fonction publique, donc étant fonctionnaire, doit suivre le cursus, à moins qu'il ait un diplôme et que l'organisme de formation accepte effectivement qu'il fasse sa dernière année MEF sur la formation. Tout simplement. Donc, il n'y a pas non plus cette affaire de reconnaissance de diplôme. Donc, c'est vraiment l'organisme de formation qui va décider. Pour autant, une personne, effectivement, qui a un certain, on va dire, savoir-faire, qui a un certain niveau de qualification, il peut directement postuler auprès d'une académie. Il ne sera pas considéré comme fonctionnaire, mais il sera considéré comme étant un contractuel. Il peut très bien postuler directement dans une des académies, sans aucun problème. Et travailler sur des remplacements d'enseignants. Voilà, il peut aussi travailler dans des CFA pour aller vers autre chose. Mais effectivement, on pourrait être considéré comme fonctionnaire, nationalité française, et bien sûr qu'il ait son diplôme. Mais pour autant, il peut très bien postuler auprès d'une académie sans le statut de fonctionnaire pour pouvoir intervenir en établissement scolaire, que ce soit les écoles, que ce soit les lycées ou voilà, les universités. C'est l'académie qui va le recevoir et étudier son profil. Merci. Okay. Alors, comment faire le point sur ma situation professionnelle? Pour faire le point, il est nécessaire de réaliser 3 étapes fondamentales. Le point sur son parcours. On va rentrer plus en détail tout à l'heure. Identifier ses compétences, c'est bien. Pouvoir les valoriser, c'est mieux. Donc ça, il faut faire très attention. Et puis, identifier ses ressources. Et quand je parle de ressources, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Qui suis-je? Mieux je me connais, mieux je peux construire un projet professionnel. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas prétendre à mettre en place un projet professionnel sans pour autant savoir qui on est. Savoir qui je suis, c'est identifier mes forces, mais également mes limites, jusqu'où je peux aller, et puis aussi mes valeurs. En identifiant mes valeurs, je pourrai plus facilement identifier l'entreprise avec laquelle j'aimerais collaborer. Tout ça, c'est important dans le cadre aussi d'une construction de projet professionnel. Nous allons aller dans le détail et maintenant faire le point sur son parcours. Faire le point sur son parcours va permettre d'analyser les expériences significative. Qu'est-ce que j'entends par expérience significative? On pourrait considérer une expérience significative comme étant une mission ou une activité que j'ai réalisée dans le cadre d'un métier, mais que j'aurais aimé faire tous les jours, au quotidien.
tellement ça m'a apporté satisfaction. Donc, toute expérience significative n'est pas significative par la durée, ni par le nombre de responsabilités, mais surtout par la satisfaction que j'en ai tirée. OK? Donc, c'est aussi pouvoir prendre du recul sur toutes les expériences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles. Je le disais tout à l'heure, dans le cadre de nos activités professionnelles, il y a pléthore de compétences que l'on ne mobilise pas, tout simplement parce que mon activité ne le nécessite pas. Cela ne signifie pas pour autant que peut-être dans une activité extra-professionnelle que je puisse le mobiliser. Donc, il est important de prendre du recul par rapport à cela pour valoriser ce que je sais faire. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je ne sais faire que ça ». Je crois que le « que », il est de trop. Et si je regarde « je sais faire cela », je serai dans un autre état d'esprit. Et si je rajoute le « que », ben, je me limite. Je me limite et je n'arrive pas à me projeter parce que tout simplement, je suis en train de, on va dire, de cultiver un état d'esprit négatif. Dégager le fil rouge de mon parcours. Autrement dit, quel est ce qui m'a motivé? Quel est ce sur lequel j'ai le plus souvent été? Ça, c'est important. Quelle est ma ligne directrice? Et puis, tous ces éléments-là vont permettre de mettre en place un argumentaire valorisant et valorisable. Si je suis valorisée par mon parcours, je pourrais le rendre valorisable dans le cadre d'un entretien. Donc, cet effort, il vient d'abord de nous. Le regard que j'ai sur moi, c'est celui qui va impacter le regard de l'autre. Donc, cela suppose que pour que mon parcours soit valorisable, en tout cas valorisé par l'autre, il faut déjà que de mon côté, je puisse moi-même le valoriser. Ça, c'est indéniable. Et ainsi, quand on va me poser la question, présentez votre parcours, à la limite, c'est le recruteur qui devra, ou encore le conseiller en évolution professionnelle qui devra nous mettre un frein, parce qu'on en aura acquis tellement que, in fine, on sera prolixe dans ce qu'on va apporter sur notre parcours. Et ça, c'est important. Ensuite, identifier les capacités, les compétences. Alors, en termes de compétences, on va parler de savoir-faire, bien sûr, mais de savoir, donc toutes les connaissances que j'ai, que je peux mobiliser, et puis aussi le savoir-être. Okay? Ensuite, forcément, on va chercher à ouvrir une réflexion sur toutes les compétences que j'ai pu identifier, sur ce point que j'ai fait sur moi pour pouvoir les réinvestir dans quelque chose qui fait sens pour moi. Donc, savoir qui je suis reste indéniable pour mieux me projeter. Donc, il ne faut pas se mentir à soi, il ne faut pas être trop modeste vis-à-vis de notre parcours. Tout parcours est valorisable et valorisant. Ensuite, la seconde étape, qui est aussi incontournable, c'est identifier, valoriser les compétences. Donc, établir une analyse fine de la valeur de notre expérience professionnelle. Ça, c'est important pour enlever les que dont je parlais tout à l'heure. Valoriser les expériences sociales. Alors, les expériences sociales font de moi ce que je suis. Donc, tout ça aussi n'est pas à négliger dans tout ce parcours. Et puis, une fois que j'ai identifié, reconnaître mes compétences. Les reconnaître vont me permettre de les valoriser. Quand je vais les reconnaître, je ne me sentirai plus comme un imposteur. Parce que je pourrai puiser de mon expérience pour expliquer une compétence que je mets en avant. Il est facile de dire « je sais faire, je suis capable de faire telle chose » ou « je suis telle personne ». Maintenant, pour convaincre l'autre qui est face à moi et aussi que je sois sûre de ne pas me tromper, il s'agit de puiser dans mon expérience un élément, un moment qui m'a permis effectivement de mobiliser telle compétence. Et puisque je l'ai mobilisée, aujourd'hui, je sais que je suis capable de faire. Donc là, je ne parle pas simplement sur des suppositions, mais sur des faits. Donc, à partir du moment où je commence à identifier mes compétences, il est
indéniable de mettre à côté une expérience concrète dans laquelle j'ai mobilisé cette compétence. Que ce soit en termes de savoir, que ce soit en termes de savoir-faire. Beaucoup de personnes peuvent dire « je suis quelqu'un de curieux ». À quel moment j'ai fait preuve de curiosité? Okay? Donc, toujours identifier, ça sera beaucoup plus fluide pour nous, dans notre tête, dans notre esprit, et cela va nous légitimer dans tout état de cause. Ensuite, synthétiser ce qui fait valeur dans le parcours professionnel. Quelles sont les valeurs que je partage? Quelles sont les choses qui font sens pour moi par rapport à mon éthique, par rapport à mes principes? Voilà. À quel moment, effectivement, et les valeurs, elles sont indispensables, hein, parce que faire des compromis sur ces valeurs, c'est se tirer, j'ai envie de dire, une balle dans le pied. Parce que d'une manière ou d'une autre, si je continue à aller vers une orientation qui n'a rien à voir avec mes valeurs, ou à la limite qui sont contraires à mes valeurs, je serai dans une espèce de dichotomie qui fera que je serai dans un mal-être. Donc, il est important, effectivement, que cet aspect valeur soit identifié et synthétisé. Et puis ainsi, ça sera plus facile d'identifier les compétences que j'ai développées dans un secteur et que je peux transférer vers un autre secteur professionnel. D'accord ? Et puis surtout, être conscient que la compétence ne se développe pas essentiellement dans une activité professionnelle. Elle se développe également dans, dans mes contacts sociaux, dans mes activités extra-professionnelles, mes loisirs. Voilà, ça c'est important à bien tenir compte. Et puis, troisième étape, identifier, valoriser les ressources. Ma personnalité, on en a parlé, ok ? Si je suis une personne qui n'apprécie pas le contact avec l'autre, je ne vais pas aller dans un métier de contact parce que ça ne va pas passer, tout simplement. Si je suis une personne qui aime travailler seule, aller postuler dans une mission ou dans un métier où on ne travaille qu'en équipe, ça sera pareil. Il y aura des équilibres entre ce que je suis et ce que je fais. Et à partir du moment où il y a des équilibres, il n'y a pas épanouissement. Ensuite, qu'est-ce qui me motive? Ça, c'est important. Identifier ses sources de motivation, et on en a parlé tout à l'heure, des valeurs. Mes valeurs personnelles, elles doivent être, en tout cas, le plus que possible en adéquation avec mes valeurs professionnelles. On ne peut pas être quelqu'un et faire autre chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et ça ne nous mine plus qu'autre chose. Ensuite, formaliser ce qui compte pour vous dans le rapport au travail. Quel est mon rapport au travail? Ça aussi, c'est important. Est-ce que j'ai besoin de 80% de temps de travail et 20% de temps d'activité avec ma famille? Est-ce que j'ai besoin de 80% de temps avec ma famille et 20% de temps au travail? Est-ce que mon équilibre se trouve en 50% travail, 50% famille? La valeur, mon rapport au travail doit être identifié. Et puis, mes centres d'intérêt. Autrement dit, qu'est-ce qui me booste? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever tous les matins? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui va m'entraîner et qui va m'amener vers le haut? Pourquoi j'aurais envie de consacrer du temps, même si mes heures de travail sont terminées? Alors, je ne dis pas de le faire, mais voilà. Et puis aussi, formaliser vos motivations. Alors, les motivations, elles sont nombreuses. Hein. On pourrait citer le revenu. Le salaire peut être une source de motivation. La motivation pourrait être également les responsabilités que l'on me confie. La motivation pourrait être aussi les missions en tant que telles. Voilà, il y a plusieurs éléments qui pourraient, on va dire, motiver quelqu'un. Ça pourrait être également le fait de ne pas vouloir travailler le week-end. Si je change de métier, admettons que je sois infirmière, voilà, ma motivation, c'est que désormais, je n'ai plus envie de travailler le week-end, je n'ai plus envie de travailler de nuit. Voilà, la motivation de chacun, elle est individuelle et personnelle. Et ce n'est pas parce que, en fait, la motivation elle est personnelle que cela suppose qu'elle ne soit pas discutée en famille. Donc ça, c'est important dans un projet de reconversion professionnelle, de s'entourer de ses proches. Au moment où vous serez découragé, si vos proches sont allés avec vous, ils pourront vous booster.
Mais au moment où vous serez découragé dans votre projet, si vous l'avez fait contre cette adhésion familiale, ben, il n'y aura que reproche. Donc ça aussi, il faut y penser. Quel est l'impact de mon projet de reconversion sur ma famille? Okay. Pour ne pas abandonner en chemin. En tout cas. Est-ce qu'il y a des questions, Timothée? Non. Oui, j'ai des questions concernant ce sujet. Donc la première, est-ce que les expériences politiques peuvent être mises en valeur? Par exemple, candidature à une élection, on met en œuvre des compétences, mais dire qu'on s'intéresse à la politique est peut-être quelque chose de rédhibitoire pour un employeur. Tout dépend dans quel secteur, sur quel poste vous allez. Maintenant, si on a cette appétence avec la politique, ça sera déjà cette prise de parole en public qui n'est pas négligeable. Maintenant, si je vais sur un poste j'ai envie de dire, de comptable, par exemple, est-ce que ça soit en adéquation dans tout état de cause? Si je vais solliciter un recruteur, les compétences que je vais identifier et que je vais peut-être mettre en avant sur mon CV doivent rester des compétences dont l'employeur aura besoin. Je peux avoir fait de la politique, je peux savoir parler en public, je peux savoir, on va dire, orienter, conseiller quelqu'un, négocier avec quelqu'un, influencer quelqu'un, oui. Mais si mon métier, en tout cas le métier sur lequel je postule, cette compétence, elle n'a aucune valeur, j'ai envie de dire ne pas s'arrêter dessus. Que j'ai un comptable qui me dise je suis souriant, je suis avenant, ok, d'accord, très bien, oui. Mais s'il me dit plutôt je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un de minutieux, là ça a du sens pour moi. Donc maintenant, n'oublions pas, le but d'un CV n'est pas d'être recruté. Le but d'un CV, c'est d'être reçu en entretien. Cela suppose que mon CV, il est adapté aux besoins de l'entreprise. Maintenant, une fois que je suis en entretien, puisque je suis déjà là, et si je trouve que c'est opportun par rapport à l'échange ou aux perspectives dans l'entreprise, je pourrais explorer cet aspect des choses. De toute façon, à partir du moment où j'estime qu'un élément sur un CV risque d'être un frein, c'est à moi de voir si je le mets ou si je ne le mets pas. Un CV est là pour mettre en valeur mon expérience, pas pour devenir un frein pour mon expérience. Cela n'empêche que lors de l'entretien, j'en discuterai en toute transparence. Mais je suis déjà devant le recruteur. Je peux argumenter, contre-argumenter. Ce qui n'est pas le cas quand il reçoit un CV. Si c'est une entreprise dont la culture d'entreprise n'est pas du tout dédiée à la politique, et d'ailleurs qui est un sujet, on va dire, interdit dans le cadre d'un entretien de recrutement, à quoi bon mettre? À quoi bon mettre? Si tant que vous estimez que vous n'êtes pas à l'aise avec ces éléments sur votre CV, ne les mettez pas. On peut toujours en échanger lors de vive voix. On pourra défendre sa posture, on pourra défendre son parcours. Mais sur le CV, mettons des choses qui donnent envie aux recruteurs de nous rencontrer. Et puis, comme il faut toujours laisser des surprises pour l'entretien, ben, ça sera le bon moment. Maintenant, si c'est une entreprise qui est à dynamique politique et que le fait d'avoir baigné dans cet environnement vous semble être un atout, là, vous le mettez. Oui, donc Anne-Sophie nous apporte des précisions et elle nous dit « Je parlais de compétences comme gestion de budget, rédaction de communiqués, etc. » Alors, dans ce cas, effectivement, vas-y. Que je ne fais pas dans mon travail, donc je comprends qu'il vaut mieux ne pas les mettre dans le CV. Ah non, pas du tout. Alors, Anne-Sophie, que je sois claire, je pensais, c'est bien de préciser votre question, je pensais que vous parliez de l'expression politique, donc j'étais là-dedans. Maintenant, si dans le cadre d'une activité, c'est ce qu'on disait, extra-professionnelle, où voilà, vous êtes engagé on va dire, dans une action, que vous faites de la gestion de budget, que vous faites du recrutement, peu importe ce que vous faites dans une activité extra-professionnelle et qu'elle est valorisable sur le futur métier vers lequel vous tendez, bien sûr, vous pouvez mettre sur votre CV puisque ce sont des compétences que vous avez mobilisées, développées. Alors, autre question. Y a-t-il une préparation à faire avant le premier rendez-vous? Par exemple, formaliser les 3 étapes présentées. Non, j'ai envie de vous dire, pour faire
Pour rigoler, faites comme McDonald's, venez tel que vous êtes. Non, il n'y a rien à préparer en amont. Plus on est naturel dans l'entretien, je vous l'ai dit, hein, nous sommes dans de la bienveillance. Si vous vous conditionnez, vous risquez justement d'être votre propre frein, de ne pas exprimer clairement. Non, il n'y a rien à préparer en amont, si ce n'est de respecter le jour du rendez-vous qui vous sera donné et l'heure. Autre question, le CEP permettrait de décomplexer? J'ai envie de dire, tout accompagnement doit être, on va dire, productif. Donc, décomplexé, je n'en sais rien, encore faudrait-il que l'on le soit. Mais une chose est sûre, je crois que le CEP, en tout cas quand j'entends le retour des bénéficiaires que j'accompagne, l'accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle permet d'avoir un regard beaucoup plus dynamique sur soi et donne envie, en fait, de passer à l'action. Il y a des personnes aussi qui sont beaucoup dans la réflexion. C'est bien de réfléchir, puisque ça fait partie des prémices du projet. Mais à un moment, il faut passer à l'action. Et l'objet même de cet accompagnement, c'est de permettre de passer de la réflexion à l'action. Merci pour tes réponses. Il n'y a pas d'autres questions? Tu peux me dire combien de temps il nous reste? Eh bien, il est 16 heures. D'accord, donc je crois que j'ai fait traîner. Alors, et après, je vais vous accorder juste 2 petites minutes, faire le point sur votre situation professionnelle. C'est la première étape, effectivement, on l'a dit, pour élaborer le projet, mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle. Et puis, dans tout état de cause, avec le conseiller en évolution professionnelle, il y a toujours cette partie d'aller sur les différents axes que vous voyez actuellement sur votre écran. Bien sûr, on a large parlé en long et en large de l'identification des compétences, choisir un projet, mettre en place, étudier les possibilités aussi de financement. Ça fait partie de l'accompagnement que le conseiller en évolution professionnelle vous propose. Et bien sûr, on ne va pas rater la meilleure. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à aller sur le site www.mon-cep.org. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent, Timothée? Oui, une petite question. Quelle est la démarche pour faire un CEP? Doit-on passer par son employeur et peut-on le faire sur ses heures de travail? Alors, je rappelle, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service confidentiel. Autrement dit, le CEP ne va pas aller en informer votre employeur. Si votre employeur est au fait de votre accompagnement, c'est parce que vous le lui aurez dit. Sur les heures de travail, cela suppose que vous en parlez à votre employeur. D'accord? Mais normalement, les personnes s'arrangent pour aller dans le conseil en évolution professionnelle sur des heures hors temps de travail. Si l'employeur veut vous faire cette belle fleur, que vous soyez accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pendant vos heures de travail, pourquoi pas? J'ai de tout. J'ai des bénéficiaires qui ne veulent pas du tout que leur employeur soit informé de leur démarche, alors que j'en ai d'autres, c'est leur employeur qui les encourage à venir nous solliciter. Voilà. Donc, si vous devez vous solliciter un CEP, donc c'est directement via notre site www.mon-du6cep.org. D'autres questions, Timothée? Non, des remerciements de certains bénéficiaires. Tout était très clair. Merci Darlène. Ok, très bien. Je vous souhaite à tous plein d'épanouissement dans les projets qui sont déjà peut-être confirmés, ceux qui seront à élaborer, mais dans tout état de cause, plein d'épanouissement dans votre évolution professionnelle. Et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous connecter sur les autres webinaires. Il y en a plus d'une centaine en termes de thématiques pour pouvoir vous aider dans tout ce projet sur ces 2 semaines d'évolution professionnelle. Au revoir et à bientôt. Il ne reste plus que nous.